associations qui reçoivent des subventions et c'est le budget 2022 et il n'a pas changé en 2023, il a même augmenté. Alors juste quelques chiffres. Coalia, 148 372 477 euros. France Terre d'Asile, 65 341 297 euros. Etc., etc. On pourrait citer, il y en a une dizaine. Ça fait 1 milliard. Et avant-hier, lundi, à l'Assemblée nationale, une députée a pris la parole. Et voici ce qu'elle a dit, un extrait de ce qu'elle a dit. Votre gouvernement est-il un gouvernement pro-immigration irrégulière? Nous découvrons dans le projet de loi de finances 2025 qu'1 milliard d'euros de subventions seraient destinés aux associations pro-migrants. Ce budget a triplé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2016. Ces associations, nous le savons, sont bien souvent complices des passeurs et des mafias qui ont du sang et des morts sur les mains. Qu'il s'agisse des hommes et des femmes qui périssent chaque année en Méditerranée ou qu'il s'agisse du sang des Français. Je pense concrètement à l'attentat islamique d'Arras, dont l'auteur avait bénéficié de l'aide de la CIMAD pour être régularisé avec sa famille en 2014 et qui, pour montrer sa reconnaissance, avait assassiné le professeur Dominique Bernard pour réduire l'immigration. Commençons par réduire les budgets de ceux qui l'alimentent et l'encouragent. Bonjour Brigitte Barège. Bonjour. Voilà, c'était l'extrait de ce que vous avez dit, un extrait de ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale. Vous êtes député UDR de Tarn-et-Garonne. Et vous dites, voilà, il y a un certain nombre d'associations. Mais alors, est-ce que vous êtes contre l'accueil général, ou c'est quoi là? Est-ce que, parce que la France, on le dit, on l'a toujours dit, a été une terre d'asile, est une terre d'asile, mais encore faut-il savoir de quoi on parle et de qui on parle. Alors je voudrais justement que vous précisiez un peu cela. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est presque un détournement de fonds par rapport à ce que devrait être l'accueil et l'asile selon vous. Exactement, bonjour, merci de m'avoir invité. Effectivement, nous sommes, vous savez, en ce moment à l'Assemblée, dans le vote du budget 2025. Oui. Et l'État nous dit qu'il faut faire des économies. Donc nous avons suggéré, nous, de diviser par 2 ce milliard qui est destiné justement à permettre l'accueil, l'hébergement des demandeurs d'asile en France. L'État s'est déchargé sur des associations, sauf que on a vu une dérive financière, comme vous l'avez rappelé. Ce chiffre a triplé depuis 2016, on a 1 milliard aujourd'hui. Nous proposons de le diminuer par 2, en laissant encore 500 millions d'euros à dépenser. C'est ça, c'est économiser 500 millions d'euros sur ce budget, c'est ça. Exactement. Oui. Et disons qu'il faut recentrer les dérives de ces associations parce qu'au fond, elles exercent une délégation de l'État. L'État s'est déchargé sur elles en leur donnant la mission d'héberger, d'accueillir, etc. Sauf que certaines d'entre elles sont très militantes, qu'elles exercent des recours contre l'État par rapport aux expulsions d'étrangers et qu'en définitive, on assiste à une impuissance totale de l'État qui se finance lui-même des dérives contre lui. D'ailleurs, j'en ai pour preuve, c'est que la réponse du ministre qui était là, c'était pas M. Retailleau, c'était M. Nasrou. Oui. Il a reconnu qu'il y avait un vrai problème par rapport à la délégation de cette partie de la politique migratoire, qu'une partie des missions à ces structures associatives posait vraiment une question et qu'il était inconcevable que ces missions exercées pour le compte de l'État en matière de cette politique d'immigration ne soient pas conformes à la volonté de l'État qui les a déléguées. Et il propose d'ailleurs de revoir le périmètre de ces délégations. Donc je pense que nous avons visé juste. Il y a dans ces associations droits de l'hommiste qui sont pro-migrants, il y a des gens bénévoles, sympathiques, qui font de leur mieux. Mais à côté de ça, il y a de vrais militants qui sont contre la politique d'immigration de l'État, qui la combattent même. Et on n'a pas besoin de mettre l'argent des Français, l'argent public est quand même rare aujourd'hui, pour s'auto-flageller quelque part. Voilà pourquoi nous avons proposé avec le CR de diminuer par 2 ce milliard. Oui. Et autre chose, par exemple, à construire des places en CRA, vous savez, les centres de rétention administrative,
donc sur lequel, par contre, le budget de l'État a diminué d'un quart cette année. Oui, vous parlez notamment des OQTF par rapport aux OQTF Voilà. et tout aussi. Mais Brigitte Barège, vous dites dans l'extrait que nous avons diffusé, vous dites quand même que ces associations, alors est-ce que vous avez des preuves, est-ce que, je voudrais qu'on soit concret, vous dites presque qu'ils sont complices des passeurs et du trafic des passeurs, du business des passeurs que l'on connaît, qui est très juteux, hélas pour ces populations vraiment qui, elles, sont victimes, qu'elles soient chez elles ou ailleurs, de ce qui se passe. Mais est-ce que vous avez vraiment des preuves qu'il y a presque complicité ou complicité vraiment? Ah ben, il y a tous les recours engagés en matière de contestation des procédures d'expulsion engagées par l'État contre ces personnes qui sont malheureusement des victimes, elles aussi, hein, c'est l'esclavagisme moderne, c'est sûr. Mais aujourd'hui, donc, il y a tous ces recours qu'ils ont exercés au nom de ces associations, payés par nos deniers publics. Et puis, il y a malheureusement l'exemple que j'ai cité lors de mon intervention et qui est absolument terrible. C'est-à-dire que l'assassin, le criminel qui a tué, qui a décapité le professeur Bernard, était précisément un migrant accueilli par une association dont je ne dirai pas le nom. Vous l'avez dit, la CIMAD, vous l'avez dit dans votre intervention. La CIMAD, même si elle fait par ailleurs du bon boulot, pour le coup, eh bien, quelque part, il avait accueilli cette famille en 2014, eh bien, ils ont été très bien récompensés par cet assassinat horrible contre un professeur d'histoire, comme vous le savez. Donc, c'est en ce sens que, indirectement, de fait, l'État devient complice puisqu'il a délégué à ces associations cette mission qui est complètement sortie de son objet initial. Il est temps de remettre de l'ordre là-dedans et on se dit que par le biais... D'ailleurs, j'étais ravie de la réponse du ministre qui a dit on va regarder ça de près. On leur met une pression terrible en ce moment et j'en suis ravie aussi. L'autre jour en commission des lois, nous avions M. Taillot sur un autre budget, toujours pareil sur l'immigration, c'est le contrôle et la lutte contre l'immigration irrégulière. Eh bien, on lui a fait observer qu'ils avaient diminué d'un quart le budget cette année, alors pourtant qu'il affiche... Le budget, vous voulez dire le budget de contrôle de contrôle et de lutte contre l'immigration irrégulière. Donc, il l'a reconnu et il a dit qu'il allait revoir cela par le biais d'un amendement à son propre budget. Et je m'aperçois aujourd'hui on nous parle de retour de charter. Je pense que finalement, en mettant la pression sur le gouvernement, et c'est un peu notre objet, l'UDR, nous arrivons peut-être à faire avancer les choses, en tout cas sur ce sujet qui préoccupe beaucoup les Français. Nous ne faisons pas ça pour nous faire plaisir. C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, cette submersion migratoire et ce qu'elle engendre en termes de délinquance, de crimes, de barbarie, avec des OQTF, tout le monde, heureusement tous les migrants ne sont pas des assassins, mais enfin c'est toujours... Il ne faut pas dire tout le monde, il ne faut pas jamais généraliser. Jamais. Mais par contre, ces assassins sont toujours des migrants. Voilà, il faut le renverser aussi. Mais je reviens à ma question, Brigitte Barège. Quand vous dites effectivement, en fait, la question pourrait se poser, est-ce que l'État devrait s'occuper lui-même de cette politique d'immigration, devrait s'occuper à tous les niveaux et ne pas déléguer aux associations, à votre avis, sur le fond? Je suis d'accord avec vous, on aurait un vrai contrôle, parce que je ne sais pas s'il y a de véritables évaluations. Déjà, le fait que le chiffre est triplé. On est passé de 300 millions d'euros à presque 1 milliard, 965 millions en 2022, on est aujourd'hui à 1 milliard. Donc on voit bien qu'il y a une dérive qui n'est pas du tout contrôlée. Donc je pense que l'État, mais bien souvent malheureusement l'État se décharge sur les collectivités, se décharge sur les associations depuis trop longtemps, pas seulement les sur cette question d'immigration. Il est temps de remettre de l'ordre et de voir les choses de près. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cet amendement nous l'avons soutenu et qui d'ailleurs je m'aperçois qu'il a fait beaucoup de buzz, il est absolument soutenu par une très grande majorité de Français. Et il y a un vrai problème, d'ailleurs je crois que le ministre de l'Intérieur l'a compris, puisqu'il en a fait son cheval de bataille, mais il n'y a pas que des paroles, aujourd'hui il faut des actes et c'est un peu l'objet de cet amendement porté par le groupe de Ciotti et de l'UDR. Alors, est-ce que, à votre avis, Madame Brigitte Barège, est-ce qu'à votre avis, Bruno Retailleau, qui effectivement a montré une politique un peu de contrôle accentué et accru, est-ce que son collègue du ministre de la Justice, Didier Migaud, va être d'accord? Est-ce qu'il va emporter la décision du gouvernement là-dessus, ou du Premier ministre, Michel Barnier, à votre avis? Là, c'est une querelle interne à laquelle, hélas, nous ne participerons pas. Mais notre rôle, précisément, c'est d'aiguiller le plus possible le gouvernement dans le sens de ce qui est attendu par les Français et qui l'ont quand même manifesté très largement par leur vote aux européennes et aux législatives. Donc, c'est un sujet, moi, qui me préoccupe en tant qu'ancien maire de Montauban. J'avais alerté déjà le président de la République Macron à Souillac lors du grand débat public
sur ce que ça entraîne pour les collectivités, pour la population en général, ce flux migratoire qu'on n'arrive plus à endiguer et qui pose des problèmes partout. Et là, on est sur les sujets de sécurité, mais il n'y a pas que cela. Il y a le problème de l'hébergement d'urgence, le problème du logement social, il y a le problème de ces jeunes, ces prétendus mineurs isolés qui ne sont pas plus mineurs que vous et moi et qui ne sont pas tellement isolés. Toutes ces filières qui s'enrichissent, ces mafias sur cette immigration clandestine, c'est là le vrai problème qu'il faut absolument toucher à la base. Et peut-être que par ce biais-là, déjà, on en enlèvera une partie. Alors justement, je voudrais vous demander, parce que ce problème ne date pas d'hier, ne date pas même pas de 2017 et d'Emmanuel Macron, hein. Il existe bien avant et vous le savez. Mais en tant qu'ancien maire de Montauban, d'ancienne maire de Montauban, est-ce que vous aviez, concrètement, vous avez senti, depuis quand on a senti cette espèce, et vraiment je pose la question à l'élu local, c'est très important, l'élu de proximité aussi, depuis quand, enfin, pas depuis quand, c'est même pas une question d'année, qu'on a senti effectivement cette espèce d'afflux qui augmentait, avec tous les problèmes que ça posait. Concrètement dans votre ville, par exemple. Eh bien, moi, je devrais vous dire que ça s'est amplifié dans les 5 dernières années, mais que ça a toujours existé quand même. Et tout ce que les dérives que je vois, notamment sur le logement, c'est malheureux quand même. On dit qu'on manque de logements sociaux, mais ils sont complètement bolisés. On manque de place pour le placement des enfants maltraités, embolisés complètement par les MNA. Il n'y a plus de place pour les Français. Moi, c'est au moment des Gilets jaunes. Vous savez, quand il y a eu le grand débat public, où les Gilets jaunes, sur les ronds-points, avaient des drapeaux tricolores et disaient « nous sommes maltraités ». Plus maltraités que des gens qui viennent d'ailleurs. Alors, il y a tout le sujet des retraites, vous savez, des Algériens, mais il n'y a pas que ça, il y a le logement social qui leur est dévolu. La fraude sociale, on la connaît aussi. La fraude sociale, ça s'est tellement amplifié. Si je devais vous dire, moi, c'est après les Gilets jaunes que je suis intervenue, juste après. Et depuis, ça n'a fait qu'amplifier parce qu'évidemment, les politiques volontaristes de la part de la gauche. Il faut quand même dire que ce sont les socialistes qui sont un peu à l'origine de tout ça. Moi, je me souviens que mon adversaire, celle que j'ai battue, législative, Madame Rabault, en 2012, prônait pour le bien-être de la France une arrivée d'au moins, avec le think tank, vous savez, socialiste, il fallait au moins 300 000 immigrés par an pour régénérer notre pays. Vous vous rendez compte? Eh bien, en réalité, aujourd'hui, on est plus de 500 000. On a l'impression que c'est plutôt en chute libre aujourd'hui, que notre pays est loin de se régénérer. Malheureusement, il s'enfonce tous les jours davantage. Donc vraiment, moi, je crois que ce problème, c'est un sujet majeur et qui touche toutes les couches de la société et qui touche tous les sujets que la population est en droit d'attendre, notamment en matière de services publics. Est-ce qu'il faut que je vous parle de l'aide médicale d'État? Enfin, des Gilets jaunes disaient « je n'ai pas le droit, je n'ai pas les moyens de me payer une prothèse pour les yeux, pour les oreilles, pour les dents ». Et ces gens-là arrivent à peine arrivés sur le sol français, on leur fait de l'esthétique, on leur fait des choses qui n'ont rien à voir. Et gratuitement, gratuitement, totalement gratuitement, parce qu'ils sont justement en situation irrégulière. C'est quand même le monde à l'envers. Et on peut comprendre que les Français soient exaspérés. Et nous avons à cœur, nous, d'essayer de redresser les choses dans la mesure de nos possibilités. C'est un peu un de mes combats et je compte m'y atteler avec le groupe porté par Éric Ciotti. Eh bien, écoutez, nous allons suivre tout cela. Merci Brigitte Barège.